Salut tout le monde, bienvenue dans Mark My Words. On attaque déjà la week 7, on a fait un tiers de la saison et on entre dans la phase où les rosters commencent vraiment à tirer la langue. Entre les blessures qui s'accumulent, les bye week qui vident les line-up, à partir de la semaine prochaine, surtout week 8-9, ça va être un massacre, et les matchs parfois complètement imprévisibles, c'est la période où les bons gestionnaires font la différence. Cette semaine, comme d'habitude, on va passer poste par poste pour identifier les bons moves à faire, les joueurs qui montent, ceux qu'il faut bencher, les sleepers qu'on peut tenter et quelques cibles à acheter ou vendre avant que le marché s'ajuste. C'est parti. On démarre avec les QB et le Patrick Mahomes Show. Après une saison 2024 un peu en demi-teinte, il est redevenu le QB1 global de cette année, actuellement avec 24,8 points fantasy de moyenne. Et la stat à retenir, Kansas City est repassé à plus 8% de dropback rate over expectation, c'est-à-dire le nombre de fois où ils font une passe, un jeu à la passe, où ils appellent un jeu à la passe par rapport au scénario, plus 8%. Donc c'est une des équipes qui mène la ligue à ce niveau-là. Donc tout simplement, ça veut dire que Andy Reid a redonné les clés de la maison à Patrick Mahomes et ça, on adore. On ajoute 37 yards au sol par match, 4e derrière Josh Allen, Justin Fields et le surprenant Jackson Dart. Et 4 touchdowns à la course, donc vous avez un Patrick Mahomes qui retrouve un vrai plancher élite et son upside habituel. Cette semaine, il joue les Raiders. Il récupère Rashee Rice, le receveur, dans un match où les Kansas City Chiefs sont annoncés à 28,5 points de team total selon les bookmakers. C'est le deuxième plus haut de la semaine. Donc probablement top 4 pour le reste de la saison claire. Et pas QB1 cette semaine, mais QB2. Car le QB1, je dirais que c'est Jayden Daniels, qui profite du match-up rêvé dont on parle toutes les semaines. Les Cowboys, qui laissent toujours leur boost de plus 8%, plus 8,3 points pardon, au QB adverse, le plus haut de la ligue par rapport à un match-up normal. Les QB qui jouent contre les Cowboys ont tendance à marquer 8 points de plus. Washington a aussi un team total de 28,5 points dans un match qui pourrait être un shootout, lui. Et donc, feu vert total pour Jayden Daniels, avec un plafond très élevé. Brock Purdy, il est toujours blessé. Il y a des chances qu'il joue pas. Mais si jamais il joue, ça m'intéresse quand même parce que l'offense de San Francisco est revenu sur un tempo assez élevé et un jeu plus vertical. Donc, Brock Purdy, avec ses 19 points de moyenne, il y a moyen que ça soit un bon match pour le redémarrer. Si jamais il revient de blessure. Par contre, si c'est Mac Jones, il y a toujours un petit peu plus cette limite, même il est compétent pour les receveurs. Dans le sens inverse, un petit coup de frein sur Baker Mayfield, que je starterai quand même, hein, soyons clairs, et sur Matthew Stafford. Mayfield, au lieu d'être un top 6 QB, je le mettrai plutôt dans la deuxième moitié des QB1 cette semaine, parce qu'il manque toujours plein de receveurs. Cette semaine, il manque Egbuka, Godwin, potentiellement Mike Evans, tous incertains. Donc, je sais qu'il fait des miracles cette saison, mais il faut quand même faire attention. Et Matt Stafford, lui, il descend plutôt au milieu des QB2, donc toujours startable et recommandation de start en superflex, mais pas forcément en single QB. Il joue à Londres, on va aller le voir. On a une petite team cette semaine avec Morgan, Mathieu et Antoine. On va aller au match. Mais QB2, surtout si Puka Nacua ne joue pas, ce qui semblerait être le cas. Côté sleeper, j'ai 3 noms. CJ Stroud, sur les 2 derniers matchs, attention avant sa bye week, de 240 yards, 3 touchdowns de moyenne et 23 yards de scramble par match, ce qui est 6e de la ligue. Il fait un peu comme Pat Mahomes, il s'est mis à courir un petit peu plus souvent quand son offense ne fonctionne pas, plutôt que de tenter un truc, donc ça génère des points fantasy. Face à Seattle, c'est un gros play d'upside en Monday Night Football, très tard d'ailleurs, le match commence à 4h du matin,
dans la nuit de lundi à mardi, pour les gens qui habitent la France. Carson Wentz devrait être titulaire une fois de plus pour Minnesota. À surveiller évidemment le retour de blessure de JJ McCarthy, mais selon les dernières estimations, ça serait peut-être encore Carson Wentz. Il joue contre Philadelphia et le top cornerback des Eagles, s'était blessé la semaine dernière, donc il devrait jouer quand même, mais attention, il sera peut-être pas à 100. Donc ça pourrait libérer Justin Jefferson, aka, j'ai oublié son nom, mais si vous avez pas vu sur Amazon Prime, Justin Jefferson déguisé undercover pour les Vikings dans l'émission, c'est à regarder, c'était très, très drôle. Enfin, Bryce Young, il retrouve Jalen Coker qui devrait sortir de l'IR cette semaine dans le rôle de slot, contre l'équipe des Jets qui sont vulnérables, dans le jeu intermédiaire. Ça lui donnera une option supplémentaire et on a vu la semaine dernière qu'il retrouvait un petit peu, bon, c'était Dallas en face, hein, mais il retrouvait un petit peu le mojo qu'il avait en fin de saison dernière et qui en faisait un bon sleeper pour cette saison. Donc espérons pour, les Panthers et pour Bryce Young que ça continue dans cette direction. On passe au running back. Plusieurs tendances. D'abord, Quinshon Judkins, évidemment, vous le startez, mais la semaine dernière, on a vu qu'il était vulnérable à certains scénarios, à certains match-up, notamment quand l'équipe est menée au score. 76% des carries sur les 4 derniers matchs. Et cette semaine, ils ont le match-up parfait. Ils ont les Dolphins, qui est l'autre équipe, avec Dallas, qui autorise beaucoup de points, notamment au backfield adverse. 20,9 points fantasy par match, c'est-à-dire la 4e meilleure défense contre les running backs. D'ailleurs, quand on parlera peut-être de Rico Dowdle et de Chuba Hubbard dans une minute, mais Rico Dowdle, rappelez-vous, il a fait 2 matchs exceptionnels contre Miami et contre Dallas. Pour les running backs en particulier, le match-up est important. Rachaad White, une valeur sûre en l'absence de Bucky Irving, 71% des snaps, 20 points de moyenne sur les 2 derniers matchs quasiment. Donc même si l'attaque des Bucks est décimée, c'est à la fois une mauvaise nouvelle pour l'offense en général, mais une bonne nouvelle pour Rachaad White qui devrait être fortement utilisé cette semaine. Un autre, Breece Hall, il monte aussi. Depuis la blessure de Braylon Allen, on pensait à Isaiah Davis, un bon sleeper. D'ailleurs, c'est quand même quelqu'un que je recommande d'avoir sur les bancs en cas de blessure à Breece Hall, mais c'est pas quelqu'un qu'on peut starter en espérant qu'il fasse quelque chose, parce qu'il fait pas grand-chose. Et par contre, Breece Hall, du coup, 78% de rush share depuis la blessure. 17 touchés par match, 17 ballons, match-up moyen contre les Panthers, mais en l'absence de Garrett Wilson, le rôle devrait augmenter, notamment sur les réceptions, et c'est ça qu'on attend de voir pour Breece Hall, un vrai rôle à la réception. Donc RB1 borderline si jamais Justin Fields décide d'utiliser son running back comme soupape de sécurité plutôt que de tenter des scrambles dans tous les sens ou de prendre des sacs comme il l'a fait la semaine dernière. Un sleeper que j'aime bien mais qui n'est plus un sleeper évidemment, c'est Kimani Vidal. Dans son premier match sans Marion Hampton, 67% des snaps, 72% des carries, 50% des routes. Donc c'est vraiment un lead back s'il a ce rôle-là. Les Chargers sont favoris contre Indianapolis, donc on peut le lancer. Faudra juste espérer qu'ils nous fassent pas une histoire comme les Cardinals, qui avaient Michael Carter la première semaine et puis qu'ensuite ont utilisé plutôt Bam Knight. Mais a priori, je pense que Vidal a justement l'upside nécessaire pour faire un bon score, peut-être pas comme la semaine dernière, mais il devrait bien marcher. J'aime bien aussi Ja'Cory Cross qui mérite, Bill, qui a pris 71% du rush share à Washington. Il joue contre Dallas, évidemment, mais le seul danger, c'est qu'il a fait 2 fumbles la semaine dernière, il me semble, et que du coup, on attend de voir un peu la réaction du staff par rapport à ces fumbles-là, mais normalement, s'il joue contre Dallas, c'est un bon spot. Isaiah Pacheco, on le voit pas trop venir, on n'en parle pas trop, c'est un peu celui qui a fait la mauvaise impression du début de saison, donc du coup, on s'attend dans notre tête, on se dit: «Bah, Pacheco, c'est un peu fini», mais en fait, il joue de mieux en mieux. La semaine dernière, 77% des snaps, toutes les opportunités en red zone, et je le répète, Kansas City, il y a des chances qu'il puisse dérouler contre Las Vegas, et du coup, Pacheco pourrait finir top 10 cette semaine. Kendre Miller, enfin, dans les ligues un peu plus deep, on va dire, il tourne à 9 à 10 ballons de moyenne par match, un rôle stable, même avec Camara. Et donc il a un profil plutôt à la Tyler Allgeier d'Atlanta, où touchdown dépendant, son volume n'est pas suffisant pour générer assez de yards, mais
en marquant des touchdowns. Cet upside-là lui permet de devenir relevant, donc surtout dans les ligues où il faut starter 3 running back, ça peut marcher. Ensuite, côté à la baisse, on a Tony Pollard. Coincé un peu dans un rôle early down, pas trop de valeur ajoutée. RB 3 au mieux, avec le retour de son collègue Ty Spears. Je lui fais pas trop confiance, moi, Tony Pollard, tant que l'offense de Tennessee montre pas plus de choses. Et enfin, Ramondre Stevenson, pareil, aux Patriots. Lui, il a le volume pour le coup, il a 71% des snaps. Il reste bloqué face à une défense de Tennessee qui, elle, concède pas grand-chose au sol. Et une équipe des Pats qui fonctionne plutôt bien en utilisant Drake May à la passe. Côté receveur maintenant, pas mal de mouvements aussi. On a parlé de Rashee Rice qui revient, immédiatement propulsé dans le top 12 à mon avis. Depuis qu'il est devenu starter, c'était week 14 en 2023. On a un échantillon de 11 matchs, 17,8 points PPR, 27% de target share, 2,4 yards par route. Donc ça, c'est vraiment que des énormes scores de WR1 clairs. Encore une fois, je le répète, les Chiefs, 28,5 points. Je compte beaucoup sur eux cette semaine pour marquer des points et supporter leur équipe, leurs joueurs, je veux dire, en fantasy. Jaylen Waddle, sans Tyreek Hill, on en a parlé plusieurs fois, on en reparle cette fois-ci. 27% de target share, 19 points PPR par match, donc lui aussi un starter. Attention, il est dans plusieurs rumeurs de trade, Jaylen Waddle, donc sa situation pourrait changer incessamment sous peu et surtout, j'imagine que si les rumeurs sont fondées et que les Dolphins essayent de le trader, ils vont tout faire pour pas qu'il se blesse, donc c'est le seul danger pour moi. CeeDee Lamb, lui, revient. Il a annoncé qu'il revenait, qu'il n'aurait pas de limitation. Ça, c'est super. Il devrait jouer contre Washington. Les 2 premiers matchs, il était exceptionnel en termes d'utilisation. On sait que Prescott, l'offense tourne bien. On a vu George Pickens, ce que ça donnait en l'absence de Lamb. Donc, évidemment, s'il joue, on le start absolument obligatoirement dans toutes les ligues. Quelques sleepers, j'ai parlé de Jalen Coker tout à l'heure qui revient. C'était quelqu'un que j'avais bien targeté à la draft quand ils avaient tradé Adam Thielen et j'ai beaucoup d'espoir pour lui dans le rôle de slot qui est parfait pour Bryce Young. Donc à suivre s'il revient. Jordan Whittington qui pourrait profiter de l'absence de Puka Nacua dans le match à Londres. Tez Johnson, s'il n'y a pas Mike Evans, 84% de participation en route. Détroit a tendance à donner pas mal de points aux receveurs adverses. Et d'ailleurs, il y a un autre Johnson aussi. Il y a deux Johnson à Tampa Bay, mais à mon avis, c'est Tez, celui qui a le rôle le plus probable. Et enfin, Luther Burden. On a vu DJ Moore hospitalisé lundi soir. Il a passé la nuit en observation. On ne sait pas trop ce qu'il a. Il y a eu pas mal de spéculations, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est incertain pour le match. Donc si jamais il joue pas, ça devrait être Luther Burden qui prend le relais. Et de toute façon, je pense que c'est quelqu'un à avoir dans son roster parce qu'il a énormément d'upside pour la deuxième moitié de saison. En cas de trade de DJ Moore, en cas de blessure de n'importe qui. Et donc là, cette semaine, si jamais il est sur les waivers, vraiment assurez-vous de ne pas l'avoir. Et en plus, vous pouvez envisager un start dans nos ligues, par exemple, où on a 3 receveurs et 2 flex. Il y a moyen qu'il ait une position. Quelques fallers. Xavier Worthy, avec le retour de Rice, à mon avis, il descend dans un rôle de WR2. Et pareil pour Mike Evans, même s'il revient. Et attention à Mike Evans qui joue Monday Night. Donc si vous comptez sur lui, soit vous êtes sûr qu'il revient, que c'est annoncé, soit vous avez une alternative parce que c'est toujours des blessures compliquées aux ischios et à mon avis, il va revenir un peu progressivement, même s'ils ont besoin de lui. Je suis pas sûr qu'il va avoir un rôle 100% dès le départ. Quelques joueurs donc pour des idées de buy. J'avais noté cette semaine le duo de Carolina, Bryce Young, Jalen Coker. Si vous êtes Bryce Young dans une ligue Superflex peut être un très bon buy cette semaine. On a aussi des joueurs qui sont soit en bye week cette semaine ou qui l'étaient la semaine dernière et que les gens ont un peu oublié, comme par exemple Derrick Henry ou Woody Marks. C'est l'occasion de faire un achat en général quand il y a une bye week, c'est toujours une bonne opportunité. Et voilà pour cette semaine. Je pensais aussi peut-être au duo des Philadelphia Eagles, le duo des receveurs, mais c'est difficile quand même de faire confiance à cette équipe des Eagles aujourd'hui. C'est un buy low, clairement, mais
risqué aussi. Ça vaut aussi pour Saquon Barkley. Il y a eu une longue discussion concernant Saquon Barkley, dans le halftime show de mercredi que je vous recommande d'écouter si vous l'avez pas fait. C'est compliqué. La théorie dirait buy low, mais le cœur, n'en donne pas envie. On termine avec les tight ends, bonne nouvelle, George Kittle devrait rejouer après sa blessure et s'il rejoue, il est un must start, immédiat. À mon avis, c'est un top 5 pour le reste de la saison. Donc si vous avez, startez-le, le benchez pas. Et derrière, lui, il y a aussi, Harold Fanin, le rookie, un très, très bon plan si Njoku ne joue pas. 22 de target par route run, 78 des routes. Il joue vraiment, un rôle pas traditionnel pour les tight ends, donc c'est quelqu'un qui pourrait avoir, un gros upside aussi. Cade Otton, 26 de target share, un rôle, top 3 dans l'attaque de Tampa si jamais Mike Evans ne joue pas, par exemple. Si c'est quelqu'un qui avait montré des bonnes qualités l'année dernière quand on avait besoin de lui et sur lequel, Baker Mayfield pourrait s'appuyer. Mason Taylor des Jets, naufrage la semaine dernière évidemment à Londres, ça reste quand même une bonne option parce qu'il tourne à 22 de target share sur les 3 derniers matchs et il affronte la défense qui booste le plus les tight ends actuellement, celle de Carolina, avec 3,5 points de boost par rapport à un match normal. Et enfin, Michael Mayer qui pourrait, continuer à enchaîner puisque Brock Bowers a priori ne jouera toujours pas puisqu'ils ont la bye week la semaine prochaine. La semaine dernière, 32 de target share et on n'a toujours, pas à 100 la garantie que Jacoby Meyers joue, par exemple. Donc, à mon avis, c'est pareil, c'est un peu comme Cade Otton. Ils vont avoir fortement besoin de Michael Mayer pour espérer quoi que ce soit et ouais, tenter un truc contre Kansas City. Voilà, voilà pour cette week 7. Semaine charnière parce que, je l'ai dit, week 8, il y a, je crois, 6 équipes en bye. Week 9, il y en a encore 4. Donc là, ça va commencer, entre les blessures, les bye week, votre banc, il va être très rouge. Il va falloir faire des décisions stratégiques. Donc le plus important, c'est d'essayer de gagner cette week 7 pour se donner un petit peu plus de coussins de sécurité. Continuer d'être attentif, aux rôles qui bougent, comme ceux de Luther Burden, par exemple, au taux de snap, au target share, pas seulement les box scores. Je sais que j'en parle souvent, target share, snap rate et cetera, mais c'est quand même ces stats, sous-jacentes qui déterminent le rôle d'un joueur plutôt que simplement regarder, «Ah tiens, il a fait un bon match» et d'ailleurs on l'a vu hier, hein, on l'a vu hier avec, le match, des Bengals. Comment ça s'appelle? Jamar Chase extrêmement utilisé, même Chase Brown qui continue à avoir un rôle, même s'il n'était pas du tout efficace à cause de son O-line. Là, ça commence à tourner un petit peu mieux et donc c'est vraiment important de regarder ces stats sous-jacentes pour, voir si le joueur a toujours un rôle, s'il est en train de le perdre, s'il y a une tendance qui se détermine plutôt que de simplement regarder les points fantasy. Donc faites vos choix avec conviction et mark my words, je pense que j'aurais pas dit que des bêtises aujourd'hui. Surtout, on se retrouve dimanche 17h30 pour le warm-up. Nous, je l'ai dit, on va à Londres, enfin moi je suis déjà à Londres évidemment, mais il y a 3 de mes amis qui viennent me rejoindre et surtout Antoine, notre ami Antoine, qui vient me défier au tennis demain. Donc, on a fait une petite promo aujourd'hui pour le Rumble in London, le showdown, comme vous voulez l'appeler. Au tennis, on va filmer ça et on va le diffuser, vous inquiétez pas, on va pas mettre tout le match, on va faire soit une sélection de points, soit peut-être même tous les points, mais en tout cas en coupant les temps morts et même si peut-être on a le temps, en bonus, commenter le match pour vous, mais ça devrait être marrant. Vous pouvez, faire vos pronostics, sur Twitter, qui va gagner entre moi et Antoine. On n'a jamais joué, donc je sais pas du tout quel niveau on a, mais a priori, on devrait être assez proches. Voilà, allez, sur ce, je vous dis bon vendredi, bon début de week-end et à dimanche pour le warm-up. Ciao, ciao.